Merci. Ça va être le troisième plan large, et comme tous les plans larges, ça va commencer en dessin et en musique. Loïc Sécheresse au dessin, Bernardo Cinquetti à la guitare. Souriez, vous êtes fiché grâce aux révélations d'Edward Snowden, ancien employé de la CIA et de la National Security Agency américaine. Le monde sait depuis quelques mois que la surveillance des individus est devenue la norme. Souriez, vous êtes fiché, c'est le titre d'un récit signé Martin Untersinger et Thibaut Soulcier, publié dans le numéro 4 de la revue Dessinée. Il raconte la surveillance banale des individus. Martin est journaliste au Monde, il est avec nous. Avec nous également Isabelle Attard, députée du Calvados, coprésidente du mouvement Nouvelle Donne. Isabelle du parti Nouvelle Donne. Isabelle Attard est chercheuse en archéologie environnementale, c'est ça? Archéologie environnementale. Docteur en archéologie et archéozoologie. Et ancienne directrice de musée. Voilà, c'est une des meilleures spécialistes des questions de liberté numérique au Parlement. Souriez, vous êtes fiché, c'est le troisième plan large. C'est compliqué.
Bravo. Bonsoir Isabelle Attard. Bonsoir. C'est pas commun de s'intéresser à l'Internet quand on a une fibre de conservatrice et d'archéologue. Bah si, justement, parce que tout passe par le net aujourd'hui. Et si on veut faire la promotion des œuvres dans un musée, je pense qu'il n'y a pas de meilleur moyen qu'Internet, de toute façon. Internet, et vous vous intéressez aussi à la surveillance, évidemment. Exactement. Bonsoir Thibaut, rebonsoir, coucou. Tu commentes en dessin cet entretien et tu peux aussi intervenir puisque c'est toi qui as co-signé le récit avec Martin. C'est ça, tu confirmes. Salut Martin Untersinger. Alors on va dire un mot de l'enquête graphique que tu as co-signée dans la revue. Elle met en scène une grand-mère qui s'appelle Odette et donc l'enquête montre à quel point cette femme, comme une autre, est suivie, surveillée, etc. Tu peux nous expliquer ? Le cœur de ce sujet, c'est quand même à la fois très complexe et très difficile pour les gens à comprendre, à voir à quel point ça peut les affecter dans leur vie de tous les jours. Donc on a eu cette envie de prendre vraiment quelqu'un qui peut les affecter parce qu'en fait on a l'impression qu'on vit normalement, mais tout ce qu'on fait ou une grande partie de ce qu'on fait, c'est ce qu'on a essayé de montrer, c'est que tout ce qu'on fait, là en l'occurrence c'est le voyage en Espagne de Odette, tout ce qu'on fait est enregistré, laisse une trace quelque part dans une base de données et quelqu'un, pas toujours, rarement, quelqu'un peut y avoir accès, quelqu'un peut regarder, quelqu'un peut en abuser ou l'utiliser. On pourrait dire quelques-uns quand même, parce que quelqu'un, ça donne l'impression qu'il y aurait une entité. Non, c'est justement ça, c'est qu'en fait, pour l'instant, il n'y a pas le Big Brother, pour l'instant, ça n'existe pas. Mais on laisse en permanence des traces qui sont quelque part un peu éparpillées de partout, c'est ça qu'on a essayé de Donc ce que vous montrer. voulez expliquer, c'est qu'en quelques années, sans s'en rendre compte, on a glissé dans un monde où nos faits, nos gestes sont traçables, et pour certains tracés, les achats, les voyages, les déplacements, les communications, SMS, mails, réseaux sociaux, etc. Absolument. Tout le monde maintenant a une vie numérique. Plus précisément, le numérique s'est glissé dans la vie de tout le monde. Le travail, la vie sentimentale, la vie personnelle, la vie familiale, tout a glissé un petit peu dans ce côté numérique. Et donc, dans le numérique, c'est facile, hein, on laisse des traces en permanence. Et le pendant de cette Odette, c'est son fils peut-être, en tout cas un de ses interlocuteurs, qui lui est complètement parano, il est dans l'excès inverse. Et j'ai presque envie de dire que cette paranoïa, c'est un petit peu comme ça qu'on percevait une grande partie des gens qui étaient sensibles à ces questions avant les révélations de l'affaire Snowden. Ça c'est vrai, et même les plus paranoïaques n'anticipaient pas l'ampleur de certaines révélations et la capacité vraiment ahurissante de la NSA et de son homologue britannique, le GCHQ, des capacités techniques qui sont absolument incroyables. Et ils avaient d'ailleurs souvent raison, ces activistes, d'être paranoïaques parce qu'ils étaient particulièrement surveillés par la NSA et par les services secrets. C'est surtout qu'ils connaissaient très bien la technologie, c'est-à-dire ils avaient très bien conscience que les outils existaient et généralement un service de renseignement, quand il peut le faire, il le fait. Alors tu parles de technologie, au quotidien pour chacun d'entre nous, vous le rappelez, ce sont des technologies très simples qui permettent de faire filtrer toutes sortes d'informations sur nous. Tout d'abord un Wi-Fi ouvert, on arrive quelque part, c'est très pratique, on est très content. Le Wi-Fi est ouvert, ou même d'ailleurs pas ouvert, il y a un code. Et là, c'est comme si on vivait à nu devant d'autres personnes qui peuvent nous surveiller. Justement, s'il y a un code, a priori ça va. D'accord. Mais un Wi-Fi ouvert, particulièrement dans tout ce qui est aéroport, dans tout ce qui est cybercafé, c'est vraiment, et je vais être un petit peu vulgaire, être à poil. C'est vraiment faire tout ce qu'on fait sur son ordinateur et le faire quasiment en public. C'est très facile pour n'importe qui d'installer un simple petit programme sur son ordinateur, de se poser dans une pièce avec 20 ordinateurs connectés et de voir comment s'appellent les gens, quels ont été les derniers sites qu'ils ont visités. Rien qu'avec ça, avec en plus, on peut aller faire une petite recherche sur Facebook et regarder en fonction de qui est assis autour de nous, voir qui sont les gens, et on a tout d'un coup des tas et des tas d'informations, parfois très intimes sur les et d'ailleurs, on va le faire ce soir avec l'ordinateur directeur en chef. Exactement. C'est plus connu, mais on a peut-être tendance à l'oublier, les caméras de vidéosurveillance aussi, omniprésentes partout autour de nous. Alors on a, et c'est peut-être la différence avec le pendant plus numérique proprement parlé, d'avoir quand même des textes de loi qui ont tendance quand même à réguler les choses en matière de vidéosurveillance, même s'il y a encore sans doute des progrès. J'ai appris plusieurs choses. Les batteries de voiture aussi, ça peut être, ça peut servir en fait, globalement, toute forme de données personnelles peut être monétisée.
Et quand on sait les batteries de voitures électriques. Hein. Oui, quand on sait le prix d'une assurance voiture et le budget global qu'entraîne une voiture, on comprend très bien que si on pouvait savoir comment les conducteurs utilisent leur voiture, à quelle vitesse ils roulent, combien de kilomètres ils font, où est-ce qu'ils vont, etc., ça peut intéresser tout un tas d'acteurs, par exemple, au hasard, les assureurs. Alors on va aller plus vite, il y a aussi les recherches Internet, évidemment, les fameux cookies, ces petits programmes ou ces petits éléments qui vont se glisser dans notre ordinateur et qui vont informer des tiers sur ce qu'on fait, où est-ce qu'on va, etc. Qui d'ailleurs nous rendent service aussi, parce que les cookies nous permettent de naviguer plus vite. C'est un outil qu'on utilise vraiment tout le temps. C'est l'outil qui permet, par exemple, quand on se reconnecte à un site, il s'est rappelé de notre mot de passe ou de notre adresse email, ce qui est quand même bien pratique. Mais c'est aussi le principal outil des publicitaires pour justement repérer qui sont les gens au fur et à mesure de leur visite. Thibaut, une question à propos des cookies. Ouais. C'est pas que j'ai. Il y a une loi qui est passée récemment parce que sur tous les sites, j'ai un truc qui dit attention, on a des cookies. Isabelle Attard. Ils ont tous des cookies. Oui, c'est-à-dire maintenant, sur les sites, on a toujours un message d'avertissement. Il n'y a pas de loi spécifique qui est passée sur les cookies en particulier. Et tous en même temps, ils se sont dit attention, on a tous des cookies. Hein. Non, je pense qu'il y a une volonté quand même de se mettre au pas sur une certaine règle de transparence qui fait que les bonnes pratiques sont appliquées un petit peu plus souvent. Mais on termine le tour d'horizon très rapidement. Non, t'inquiète pas Thibaut, tu peux intervenir quand tu veux. Facebook, évidemment, alors quand on arrive, il y a des boutons Facebook, les boutons nous reconnaissent. D'ailleurs, on nous dit que nos amis ont déjà aimé cette page, etc. Donc évidemment, Facebook peut suivre tout ce qu'on fait, nos connexions, nos amis, etc. Et donc c'est monétisable. Tu confirmes, tu veux ajouter quelque chose? Les courses au supermarché, quand on paye quand on donne sa carte de fidélité, eh bien derrière le petit ticket de caisse, les bons de réduction vont être adaptés à ce qu'on aime, c'est ça? Oui, c'est une pratique de plus en plus courante. Un paradoxe, le GPS, qu'on dit souvent inventé par l'armée américaine, qui lui n'est pas très intrusif. Non, parce que ça vient de la technologie. Hein. C'est notre appareil qui envoie un signal, qui regarde combien de temps ça met pour revenir et qui en déduit la localisation. Isabelle Attard, nous sommes tous des Odettes en puissance. Oui, parce que je pense qu'il y a peu de personnes qui réalisent vraiment où vont leurs données, où ça part quand elles achètent sur Internet, quelle est l'utilisation. Ça, effectivement. Ou quand elles n'achètent pas, ou quand elles, ou avec le Wi-Fi ouvert dont parlait Martin dans les aéroports ou dans les musées, hein, d'être de plus en plus effectivement de Wi-Fi ouvert et avec pas de code du tout à entrer. Donc les gens ne se méfient pas. Effectivement, vous disiez tout à l'heure qu'il y a quelques années, certains paraissaient comme des parano complets de se méfier de ce qu'ils faisaient. Aujourd'hui, c'est plutôt bien accepté. On comprend qu'il va falloir faire attention. Mais je pense que les conséquences ne sont pas encore du tout passées dans le grand public. Ce qu'on voit aussi, ce qui est intéressant, c'est que les personnes qui sont les plus au cœur du système, c'est-à-dire au cœur des sociétés de chiffrement, de celles qui sont en train des sociétés qui font en sorte que les autres soient protégés du piratage technologique, et c'est par là que ça vient. Les personnes qui sont au cœur de ce système-là sont les premières à aujourd'hui ne plus acheter sur Internet et à se retirer complètement du monde marchand du numérique. Parce qu'ils ont pris conscience, ou elles ont pris conscience, que c'était extrêmement dangereux, et donc maintenant c'est zéro. C'est ceinture, il n'y a plus du tout d'achat sur Internet, il y a une méfiance absolue de la part de ceux qui sont vraiment les plus concernés et les plus au courant de ce qui se passe. Vous êtes député, vous, comment ça se passe au Parlement? Comment vous êtes perçu? Est-ce que vous avez l'impression qu'il y a une prise de conscience, j'espère en tout cas, et qu'elle est suffisante, que les gens comprennent ces enjeux? Non, il n'y a absolument pas de prise de conscience, puisqu'on part du principe que si vous n'avez rien à cacher, vous n'avez aucun souci à vous faire. Or, on a tous quelque chose à cacher. Ne serait-ce que votre vie privée. Vous n'avez pas envie que tout le monde soit au courant. Vous n'avez pas envie que votre patron connaisse toutes vos habitudes. On a forcément quelque chose à cacher à quelqu'un. Et ce simple respect de la vie privée, en fait, il est complètement méconnu. Et on part du principe que puisque si vous n'avez rien à vous reprocher, vous pouvez laisser tout ouvert en libre accès sur votre vie, et que si vous avez la moindre réticence, c'est que c'est louche et que vous avez donc vous méritez qu'on s'intéresse à vous, puisque vous avez visiblement quelque chose à cacher.
Quand vous avez été élu en 2012, vous étiez membre du parti écologiste Les Verts. Vous l'avez quitté pour Nouvelle Donne, qui est un nouveau parti, ou un parti beaucoup plus récent. Dans son programme pour les élections européennes, cette formation, ce parti, vous m'avez corrigé dans l'introduction, a consacré un article aux libertés numériques. Je vais le citer, vous pouvez le commenter si vous souhaitez. La révolution numérique expose les citoyens à des opportunités et des risques nouveaux. Il faut protéger la vie privée et les données personnelles de la surveillance et des exploitations commerciales abusives. Cela passe par le droit à l'anonymat et au chiffrement, vous l'avez mentionné, la promotion des logiciels libres, on va peut-être y revenir, et la défense des réseaux neutres et accessibles. Oui, oui, donc ça tombe bien. Je ne vais absolument pas contredire quoi que ce soit de ce magnifique texte. Et c'est toujours le cas. C'est l'article 20 de vos 20 propositions. Voilà. Pour les... et ça nous semblait en tout cas extrêmement important que ça figure dès le début de la création du parti Nouvelle Donne, qui n'a pas encore un an et que je co-préside. Nous nous opposerons à la surveillance de masse et à la commercialisation de technologies de surveillance globale. Ça, c'est un clin d'œil à la France, qui commercialisait et commercialise peut-être encore ce type de... Ouais. Voilà. Nous renforcerons les droits des citoyens et nous nous opposerons aux sanctions administratives ou privées sans contrôle d'un juge. Vous confirmez tout? Je confirme toujours, oui. Un commentaire ou pas? Oui, non, surtout par rapport à la présence d'un juge. On l'a vu dans l'étude du texte du projet de loi antiterroriste. Le ministre de l'Intérieur a à chaque fois voulu nous rassurer en disant qu'il y avait un juge. C'était un juge administratif qui peut intervenir après coup. S'il est saisi. S'il est saisi. Ouais. Et donc, ce qu'on demandait, nous, au sein du groupe, c'est que ce soit un juge judiciaire qui soit chargé de l'affaire et qu'il préserve les libertés de déplacement, d'opinion, d'expression. Dès le début d'une enquête ou dès qu'on suspecte quelque chose, que ce ne soit pas la police ou la gendarmerie qui soit seul maître à bord pour dire un tel a commis une erreur en faisant l'apologie du terrorisme sur Internet. Comment vous vivez ça de l'intérieur? Parce que de l'extérieur, on se dit l'État est en train d'essayer de légiférer pour protéger, en tout cas c'est vraiment le discours qu'on trouve partout, ces citoyens du terrorisme, de gens néfastes, etc. Et il est en train de se munir pour protéger ses citoyens du terrorisme d'outils qui, finalement, sont effrayants et font peur. Comment vous percevez-vous cette logique en tant que représentante du Calvados, des Français? Est-ce que c'est sincère déjà ou est-ce que c'est quand même malhonnête ou pas? Non. On était censé avec ce gouvernement arrêter de légiférer suite à un fait divers. Vous étiez député de la majorité à l'origine. Hein. Tout à fait, à l'origine, vous avez bien fait de le rappeler. On était censé donc ne pas légiférer suite à des faits divers et réfléchir aux conséquences de nos lois, de nos projets de loi. Or, là, on s'aperçoit que... Le terrorisme, ce n'est pas nécessairement un fait divers. Non, mais c'est quelque chose... il y a quelques années, c'était la pédophilie ou la pédopornographie. Aujourd'hui, c'est la lutte contre les jeunes qui partent faire le djihad. Voilà, c'est quand même l'actualité du moment. Que faire? Et au lieu de se dire... On va vraiment réfléchir à une méthode efficace autre que le filtrage administratif des sites Internet qui ne marche pas, autre que dire que Internet c'est méchant et c'est pire que de faire de l'apologie sur un autre média. Internet, c'est vraiment le gros méchant. Non, il a fallu faire de l'action, c'est de la démagogie pure, de dire on va, pour prouver qu'on fait quelque chose et qu'on est actif, on va faire une loi antiterroriste qui ça ne servira à rien, mais c'est pas grave, on pourra dire aux Français qu'on a fait quelque chose. Et ça, quand on parle aux responsables, aux gens qui pilotent cette loi à l'Assemblée, au gouvernement, c'est quelque chose qu'ils disent. Ils disent, on sait que ça ne marchera pas, on le fait quand même. Mais c'est extrêmement grave. Parce que ce que j'ai effectivement rappelé dans l'hémicycle à Bernard Cazeneuve, c'est que je ne supporte pas que la représentation nationale se ridiculise par mes connaissances techniques. Et c'est exactement ce qui s'est passé. C'est-à-dire qu'on s'est enferré dans une méthodologie, une technologie, on sait très bien que ça ne marche pas, qu'il y a des dégâts collatéraux, qu'on a des exemples en Australie ou en Angleterre de filtrage qui bloquent tous les sites, voire ceux d'une université carrément. On le sait, et pourtant, on le maintient à la caméra devant les Français. L'affaire Snowden a révélé les écoutes de la NSA, des Américains. Elle a aussi permis de se souvenir des écoutes faites par les Français. À ce sujet, vous avez déclaré « On a des Guantanamo français du renseignement. On collecte des données sur la vie privée hors cadre légal. C'est extrêmement choquant. » Oui. Alors vous parlez de Guantanamo parce que... Parce qu'aujourd'hui, des entreprises françaises installées à l'étranger surveillent ce qui se passe en France.
Voilà. Pour le compte des services français? On n'a pas la preuve de pour qui, mais l'utilisation, elle est bien pour... voilà. Martin? Non, ce à quoi fait référence Madame la députée, c'est le fait que le droit français s'applique en France et que tout ce qui se passe en dehors du territoire français, par définition, échappe aux droits et aux garanties qu'il apporte. Et donc les services secrets français, quand on leur dit qu'est-ce que vous faites, etc., ils disent ça n'est pas en France, ça ne vous regarde pas, en gros, c'est ça? C'est ça? Globalement, ils ne parlent pas, mais oui. J'ai vu qu'en janvier 2014, vous avez reçu le prix Étoile d'or 2014 politique pour votre action législative en faveur du logiciel libre. Ouais. Alors, ça peut paraître en dehors de notre sujet, mais je pense que c'est lié. Non, c'est extrêmement lié. Qu'est-ce que vous avez fait d'abord pour le logiciel libre et puis pourquoi c'est lié? C'était lié parce que nous avons posé une série de questions à chaque ministère pour savoir la part de logiciels libres qu'ils utilisaient au sein de leur administration par rapport aux logiciels propriétaires. Voir un peu comment eux-mêmes, comment les ministères, c'est-à-dire le plus haut niveau de l'État, protègent ces données, protège ses productions. Donc, on a posé la question. Peut-être ce que sont les logiciels libres, en quoi c'est un enjeu peut-être de protection des données et de... Parce que ce n'est pas une société extérieure qui dispose du code source, que vous maîtrisez le logiciel, qu'il y a aussi vous opérez les maintenances, les mises à jour. Vous n'êtes pas obligé de demander l'autorisation à ce que fait le logiciel Microsoft aussi, et vous pouvez effectivement, vous avez la sécurité. De souveraineté dans un ministère ou dans une administration. Et paradoxalement, c'est le ministère qui devrait le plus protéger ces données, qui les confie avec la clé à Microsoft, c'est-à-dire le ministère de la Défense. À Microsoft ou à d'autres entreprises? Non, à Microsoft. Que à Microsoft. Okay. Oui. Martin, tu suis, toi, de très près l'actualité Internet pour le monde et même, on pourrait presque dire, l'actualité de la sécurité individuelle, informatique. On pourrait presque dire ça. Est-ce qu'on peut estimer que les révélations Snowden ont eu un effet positif quand même pour la protection de la vie privée? Je pense que on peut dire un petit oui, un tout petit oui. Une des choses qui me paraissent vraiment notables, c'est que depuis 1 an et demi maintenant, il ne se passe pas un jour sans que dans ma boîte mail, j'ai un communiqué de presse d'une entreprise qui dise « Regardez, on a une nouvelle solution, on a un nouvel outil, c'est génial ». La plupart du temps, c'est pas du tout génial et c'est pas du tout nouveau, etc. Mais il y a quand même cette volonté, on va dire, de la part des entreprises, cette prise de conscience que pour un certain nombre de gens, c'est important, donc il faut leur apporter les outils pour se protéger. Voilà, moi, c'est un des... Il y a un marché, il y a des gens qui cherchent des solutions par exemple pour téléphoner à partir de son téléphone avec des communications cryptées, pour envoyer des mails cryptés, etc. C'est ça? C'est ça. Il y a aussi les très grandes firmes, Google, Apple, qui affirment avoir musclé la sécurité de leurs appareils. Et d'ailleurs... ils ont été traumatisés par la NSA, en fait. Il y a notamment une révélation. Et services secrets qui contre-réagissent en disant que c'est un danger, que les nouvelles normes appliquées par Apple sur son dernier téléphone sont dangereuses parce que ça devient un havre de paix pour les terroristes, dans une bataille de bluff des deux côtés qui est assez fascinante. Tu peux résumer ou pas ce qu'il y a de nouveau, en gros, de la part des grands constructeurs? Donc Apple et Google, il faut savoir que c'est Android et iOS, donc c'est-à-dire que alors Google de son côté, pour tout ce qui est Gmail, etc., les choses très Internet, ils ont aussi musclé leur sécurité, mais la chose qui fait vraiment parler, qui fait réagir notamment les autorités américaines, c'est qu'ils ont mis en place le chiffrement des données des utilisateurs qui utilisent Android et qui utilisent iPhone, ce qui n'était pas du tout le cas avant. Il suffisait que la police se branche sur le téléphone et pouvait aspirer comme ça toutes les données. Là, ce sera même plus possible. Donc du coup, forcément, ça a déclenché toute une série de réactions outrées de la part notamment du FBI, parce qu'ils voient bien que ça va leur mettre des bâtons dans les roues. Après, ils ont aussi un petit peu exagéré la menace dans la mesure où il leur restera des moyens d'accéder aux données comme ça des gens qui vont arrêter. Mais voilà, c'est du bluff de la part aussi des entreprises qui ont un intérêt commercial évident là-dedans, et de l'autre côté, les services qui sont obligés de défendre un peu leur... Mais on sent quand même qu'on est sur une meilleure voie, peut-être pas sur la bonne. En tout cas, il y a un débat. Les politiques, les juges aussi se saisissent du dossier. Il y a eu le droit à l'oubli qui a été imposé à Google par le Parlement européen, puis par la Cour de justice de l'Union européenne. Moi, je ne vois pas ça comme une conséquence des révélations Snowden. Mais disons que ça se greffe sur ce contexte et ça lui donne sans doute une portée et une résonance qu'il n'aurait pas eu. Et même Mark Zuckerberg, fondateur de Facebook, qui fait des déclarations maintenant en faveur de la protection de la vie privée, du développement de stratégies qui privilégient la vie privée sur Facebook. Ça, c'est le plus fascinant, c'est que... Pourquoi? Oui, Thibaut. Total fait beaucoup de choses pour l'environnement.
c'est plus fascinant, c'est qu'entre entre la création de Facebook et disons 2010, il y a une ouverture, c'est-à-dire que Zuckerberg a forcé la main à tous les utilisateurs. Avant, quand on ouvrait un compte Facebook par défaut, c'était assez verrouillé. En 2010-2011, quand on ouvre un compte Facebook, c'est public, c'est-à-dire qu'à part si on va faire les réglages soi-même, c'est public. Et là, il y a un retour en arrière progressif. On peut de plus en plus utiliser un pseudonyme. Maintenant, le partage par défaut a été rétabli en mode ami et non plus en mode public. Ils vont lancer une application qui permet la discussion anonyme. La discussion anonyme pour Facebook, c'est complètement... L'anonymat, c'était le grand combat de tous les géants d'Internet parce qu'ils voulaient peut-être... Ils sont en train de se rendre compte que ça parle aux gens. C'est-à-dire que c'est un outil, c'est une manière de vivre que les gens ont sur Internet, l'anonymat, le pseudonymat, qu'il faut qu'ils prennent en compte. Les gens, ils n'utilisent pas leur vrai nom partout sur Internet tout le temps, ça n'existe pas. On va conclure peut-être avec vos recommandations, vos espoirs, vos attentes en tant que député. Qu'est-ce qu'on peut faire pour que les choses aillent dans le bon sens? Est-ce qu'on est en train de faire les bonnes choses? Isabelle Attard. Je ne suis pas persuadée qu'on aille dans le bon sens, puisque tous les projets de loi qu'on a pu voir... Nouvelle Donne va dans le bon sens. Mais en tout cas, en ce moment, les projets de loi qu'on a pu voir ces derniers mois au gouvernement sont des projets liberticides. Donc, personnellement, je pense qu'on ne va absolument pas dans le bon sens. Et je rebondis sur la question de l'anonymat. Ce qui est important comme message à faire passer, c'est que si vous avez un pseudo ou si vous êtes de façon anonyme sur le net, c'est la même chose que si vous mettez votre nom. Ce sont les métadonnées qui sont importantes. C'est avec qui vous communiquez. On peut retracer votre vie privée, même si vous ne donnez pas votre nom. Et c'est des études en Belgique récemment qui ont pu le prouver. Vous trouvez la bonne personne, même si elle ne donne pas son nom. Donc le combat sur l'anonymisation, il est complètement absurde. Ça dépend pour qui. C'est-à-dire qu'effectivement, pour un service de renseignement, pour Facebook, une personne ne sera jamais anonyme. En revanche, il y a des tas de situations dans la vie courante où les gens ont besoin d'avoir un pseudo sur Facebook, pas pour se protéger du gouvernement ou de Facebook, mais simplement de leur patron, de leur famille, de leurs collègues. De la RATP, quand on voyage, et la CNIL a obligé la RATP à faire des Navigo, des passes Navigo anonymes. Sauf qu'il faut payer 5 € de plus. Oui. Sauf qu'il faut payer 5 € de plus. Et c'est là que c'est normal. On compte sur vous pour... oui. Des solutions, des conseils, Martin? C'est vaste. Moi, je pense que la solution, elle viendra et des politiques et des techniciens. Les techniciens pour donner aux gens des outils fiables et faciles d'utilisation surtout, et des politiques parce que on a beau vivre dans un monde numérique, la politique c'est encore la mère de toutes les choses, et si on ne met pas de limites, notamment au service de renseignement, ils ne s'en imposeront pas. Ça viendra peut-être aussi des lanceurs d'alerte. Merci Edward Snowden, et des journalistes qui ont permis de diffuser, et des dessinateurs. J'ai cru que tu l'appelais Edward Snowden. Merci Edward Snowden. Merci à tous les deux, merci à tous les trois d'avoir été avec nous.